En mai et juillet 1944, venant du camp de Drancy au nord de Paris, 258 femmes et enfants juifs de prisonniers de guerre arrivaient au camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Bien qu'internés depuis 1942 pour certains, ils avaient été jusque-là considérés comme non déportables en vertu de la Convention de Genève qui protégeait les prisonniers de guerre et leurs familles. Ils devinrent au camp de l'Étoile, dans l'immense complexe concentrationnaire de Bergen-Belsen, des otages que les nazis pensaient pouvoir échanger contre certains des leurs, prisonniers des Alliés, contre de l'argent ou du matériel. 9 de ces enfants, âgés à l'époque de 8 à 14 ans, évoquent les mois passés dans l'univers concentrationnaire. Je m'appelle Albert Bigelman. J'ai été arrêté le 3 février 1944 avec ma mère en laissant mon frère à la maison. Je suis arrivé à Drancy le lendemain, le 4 février, et j'ai été déporté à Bergen-Belsen le 4 mai 1944. Et je suis arrivé à Bergen-Belsen, j'avais 11 ans et demi. J'en suis ressorti, j'avais 12 ans et demi. Je m'appelle Denise Schumann, née Bimbad. Sur cette photo, je suis au milieu. Elle a été prise en octobre 1943 et nous avons été arrêtés, ma mère, qui est à gauche, ma grande sœur, à droite, 4 mois plus tard, le 22 janvier 1944. À 2 semaines près, j'allais avoir 8 ans, donc je n'avais pas tout à fait 8 ans. Nous avons été conduits à Drancy. Nous y sommes restés 3 mois et ensuite nous avons passé une année à Bergen-Belsen. En avril, les Allemands nous ont mis donc dans ce train fantôme et nous avons été libérés par les Russes au bout d'une quinzaine de jours. Nous sommes restés 1 mois à Trebitz et donc retour en France, c'était en mai. J'avais donc à peu près 9 ans et demi lorsque je suis rentrée en France. Tous les ans, ma mère nous faisait faire une photo que nous envoyions à papa qui était dans un stalag en Allemagne. Je m'appelle Madeleine Bimbad et maintenant mon nom d'épouse Madeleine Bolla. Nous avons été arrêtés, ma mère, ma petite sœur et moi, le 22 janvier 1944 à notre domicile où nous allions d'une façon épisodique. Nous avons été déportés toutes les trois, arrêtés donc toutes les trois le 22 janvier, internés à Drancy pendant 3 mois et nous avons quitté Drancy direction Bergen-Belsen le 2 mai 1944. À l'époque, j'allais avoir 14 ans, puisque je suis née au mois de juin. Je m'appelle Francine Christophe. J'ai été arrêtée avec ma mère le 26 juillet 1942 à la ligne de démarcation. Nous essayons de passer en zone libre. C'est la Feldgendarmerie qui nous a arrêtés et c'est la Wehrmacht qui nous a interrogés jusqu'à ce que nous avouions que nous étions juives. On nous a donc mis à la prison de La Rochefoucauld, puis à la prison d'Angoulême, puis au camp de Poitiers et au camp de Drancy. Après 3 semaines de Drancy, on nous a envoyés au camp de Pithiviers et ensuite au camp de Beaune-la-Rolande. Et après Beaune-la-Rolande, on nous a ramenés à Drancy où nous sommes restés 1 an. En tout, cela faisait donc 2 ans. Je suis déportée de Drancy à Bergen-Belsen le 2 mai 1944. J'ai 10 ans et demi. Alors cette photo est un agrandissement d'une photomaton que nous avons envoyée à mon père parce que nous aussi on lui envoyait quand c'était possible dans une lettre une photo et elle a été prise quelques semaines avant mon arrestation. J'y suis donc avec maman et on voit que
La petite fille est en train de perdre ses dents qui repousseront dans les camps. Je m'appelle Victor Peraya. J'ai été arrêté avec ma mère et mon père à Saint-Nazaire le 15 juillet 1942. Et je suis arrivé à Drancy d'abord et j'ai été déporté à Bergen-Belsen le 3 mai 1944. J'ai été libéré le 23 avril 1945. Mon père a été déporté, n'est pas revenu de déportation. Cette photo que je tiens, c'est une photo qui a été réalisée après la guerre, car nous habitions Saint-Nazaire et notre maison a été bombardée, ce qui fait que nous n'avons absolument aucun document d'avant la guerre. Là, je suis donc sur la photo, je suis le plus petit, accompagné de mon frère et de 2 amis. Cette photo a été prise avant mon départ au sanatorium où je suis resté 2 ans après ma déportation. En arrivant à Bergen-Belsen, j'avais 11 ans et j'ai été libéré, j'avais 12 ans. Et quand j'ai été arrêté avec mon père et ma mère, j'avais 9 ans. Je suis Léon Plasek. Sur la photo que je tiens dans la main, je suis au milieu. Mon frère est à gauche et ma mère à droite. Nous avons été internés tous les 3 à Drancy le 3 février 1944. Nous y sommes restés 3 mois. Le 4 mai 1944, nous avons été déportés à Bergen-Belsen. À cette époque, j'avais 11 ans. Et nous sommes revenus en France en juin 1945. Ma mère est morte à Bergen-Belsen. Je tiens dans mes mains la fausse carte d'identité de ma mère qui a été établie par la mairie de Lens en 1943. C'est une carte d'identité française, mais ma mère était juive polonaise et s'appelait Plasek Ida. Je m'appelle Paulette Widawski. En 1942, au moment de notre arrestation, j'avais 6 ans. Nous sommes partis au commissariat, ma mère, notre mère, ma sœur et moi, au commissariat central. Là, nous sommes restés une journée. La police allemande, la Feldgendarmerie, est venue emmener nos mères. Nous avons été séparés de nos mères, tous. C'est la dernière fois que j'ai vu maman. Dans la journée, nous avons été emmenés à pied à la maison de retraite de Nancy. Nous sommes restés peu de temps là. Ensuite, nous avons été à Écrouves, qui correspond, je pense, au Drancy, Lorrain. Peu de temps également. Puis nous sommes partis à Drancy. Drancy, là, nous avons été envoyés dans des maisons d'enfants parce que notre père était prisonnier de guerre. Nous sommes allés d'abord, j'ai oublié le nom, à la Marque, la maison de Montreuil. Bon, même si j'étais très très malheureuse à ce moment-là, je pense que c'était encore une période heureuse de notre vie, seulement nous ne le savions pas encore. Et nous sommes restés près de 2 ans à Montreuil. En juillet 1944, les Allemands sont venus nous arrêter. Nous sommes retournés une seconde fois à Drancy. 2 jours après, en tant qu'enfants de prisonniers de guerre, nous sommes partis à Bergen-Belsen. J'avais 8 ans. Et je suis rentrée en France à 9 ans. Voilà. Cette photo, c'est une photo d'avant-guerre. J'y suis photographiée avec ma sœur, ma mère. Je suis installée sur les genoux de ma mère. Nous sommes à la campagne. Et disons que c'était encore l'époque du bonheur. Voilà. Maman s'appelait Frania. Frania, qui en français était traduit par Françoise. Frania Widawski. Je m'appelle Widawski Rosalie. J'ai été arrêtée
au mois de juillet 1942. J'avais donc 10 ans et demi. Nous avons été arrêtés, ma sœur, maman et moi, par la police française. Nous avons été emmenés au commissariat central. De là, nous avons vu d'autres enfants et d'autres mères. Ensuite, la feldgendarmerie allemande est arrivée, nous a séparés de notre mère et nous a emmenés ensuite dans une maison de vieillards. Nous sommes restés quelque temps. Nous avons été à la prison d'Écrouves. Nous sommes restés peut-être 1 mois ou 2. De la prison d'Écrouves, nous avons été au camp de Drancy. Là, nous ne sommes pas restés très longtemps. Comme nous étions enfants de prisonniers de guerre, on a été emmenés dans les maisons de Lugif, donc à la Marque, ensuite à Montreuil, rue François de Bergue. Nous sommes restés à peu près 2 ans. 2 ans où nous étions particulièrement heureuses. On s'occupait très très bien de nous. Nous étions entourés par des Juifs hongrois. Les Allemands sont venus nous arrêter un matin vers 5 heures du matin avec des camions bâchés, mitraillettes au poing, et nous ont emmenés dans les camions. Nous sommes retournés à Drancy. Drancy, nous ne sommes pas restés longtemps, peut-être 2 jours. Et du fait que nous étions enfants de prisonniers de guerre, nous avons été à Bergen-Belsen. Quand je suis partie à Bergen-Belsen, 13 ans et demi. Comme j'étais une enfant très capricieuse à l'époque, très gâtée, avec des cheveux très très longs, à la Marque, on m'a attrapée par ma crinière et on m'a rasé les cheveux. Ils étaient 4 après moi. Je ruais comme un petit poney. Hein. Je donnais des coups de pied. Je ne voulais pas qu'on me coupe cette chevelure. Voilà. Et je suis restée très longtemps avec un foulard sur la tête parce que j'avais tellement honte de ne plus avoir de cheveux sur. Voilà. Pour ça, la photo me rappelle des moments un peu tristes. Mais c'était encore les meilleurs moments de notre vie à Montreuil. C'était les derniers souvenirs, avant notre déportation, vraiment. On a fait 2 séjours à Drancy. En 1942, on a rencontré la sœur de ma mère au camp de Drancy. Et elle nous a demandé si j'avais des papiers de papa, et donc j'avais cette lettre. Et c'est ce qui nous a permis de sortir de Drancy la première fois. On a été emmenés à Lugif, c'est-à-dire à la Marque, et ensuite à Montreuil. En 1940, presque à la libération de Paris, là, nous avons été arrêtés vraiment par les Allemands. Hein. Les camions bâchés, les chiens et les mitraillettes et tout. Je m'appelle Maurice Zilberstein. J'ai été raflé le 4 février 1944 avec maman et mon frère aîné. Nous avons été internés à Drancy 3 mois et ensuite déportés à Bergen-Belsen. En mai, vers le 4 mai 1944, j'avais 10 ans. Cette photo a été prise, je pense, en 1942. Voilà, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. Cette photo a été faite, oui, en classe, dans l'école communale, l'école primaire du 57 rue de Reuilly, Paris 12e, où j'habitais, où j'ai habité après mon retour, et où je suis retourné à l'école dans la même après mon retour de déportation. Voilà. Ce qu'il faut bien dire, c'est que nous sommes finalement les seuls déportés à avoir gardé nos vêtements en loc, mais nos vêtements parce que nous sommes protégés par la Convention de Genève et que nous sommes ce qu'on appelle des Juifs d'échange. Donc on ne va pas nous... On a cru longtemps, d'ailleurs, Voilà. on a cru longtemps qu'on serait échangé Voilà. contre les camions, peut-être, je ne sais plus. Et puis des femmes allemandes prisonnières. Enfin, il y a eu peut-être bruit qui ont couru. On l'a cru un certain temps, mais après, il a fallu se rendre à l'évidence qu'on ne serait pas échangés. Ma mère était née en 1909, en 1945, elle avait 36 ans. La mienne avait 37 ans. La mienne avait 38 ans. Et je dois dire, puisqu'on parle de nos mères, qu'elles ont toutes été extraordinaires. Mais que si on est là, et si
C'est vraiment parce qu'elles nous ont soutenus, elles nous ont aidés. Elles ont été vraiment des femmes formidables. Cette génération de femmes, c'est quelque chose de vraiment tout à fait particulier, surtout dans ces circonstances de vie. C'est le sacrifice. Excuse-moi, tu avais quel âge, toi? Là-bas? J'avais déjà presque 14 ans. Pas 13, non. Non, on est En arrivé 43. On est arrivé en 44 quand même. en 44. Oui. 13 ans. 13 ans. Les souvenirs Et moi, sont pas j'avais les- 8 C'est ans. drôle, les souvenirs ne sont pas les mêmes. Tu avais quel âge? 11 ans et demi quand je suis arrivé. Moi, j'avais 8 ans. C'est marrant que les souvenirs ne sont pas tout à fait les mêmes selon les âges. On voit certaines choses et d'autres ne voient pas. Mais je pense qu'on observait beaucoup parce qu'on était seuls. On n'avait que ça à faire. Je me souviens de l'arrivée, de la sortie des camions à Bergen-Belsen parce qu'ils avaient des listes et ils appelaient nos noms et ils les déformaient. Alors on avait du mal à les entendre et comme on les entendait mal, ils devenaient méchants et brutaux et montraient leur colère. Et c'est là que nous avons appris que ça s'appelait Bergen-Belsen, ce camp. On ne le savait pas. Et donc on est parti à pied tout le long de la Lagerstrasse jusqu'à ce qui était notre camp à nous, un enclos avec quelques baraques. Avant d'arriver au camp de l'Étoile, les camions ont fait un certain nombre de kilomètres. Et là, on a vu Bergen-Belsen, c'était très grand, très immense. Et le camp était divisé en beaucoup de sous-camps. Descendre des camions, la route qu'on nous ouvrait à travers le camp, dans l'allée principale, les barbelés, les miradors, les chiens. Et de chaque côté de cette allée, les gens misérables qui quémandaient à ma sœur les quelques morceaux de pain qu'elle avait. Et à ce moment-là, une jeune femme est arrivée près de nous pour nous dire « Surtout, surtout, gardez ce que vous avez, vous en aurez besoin. » Je sais qu'il fait nuit, je sais qu'on arrive en camion, et je sais qu'on entend des hurlements des SS nous faisant descendre du camion. Malheureusement, je ne descendais pas assez vite. Et la première chose qu'on m'a donnée, c'est un coup de matraque à travers la figure. Pour nous, c'était plus tragique, parce qu'on nous avait promis d'aller dans un château. Alors, à l'arrivée du château, nous nous sommes retrouvés devant des barbelés, devant le fait accompli. Hein. Voilà. Et on nous a dirigés vers une baraque. Les baraques étaient en bois. Le sol était en terre battue, bien sûr. Et dans notre baraque, au début, il y avait également nous n'étions pas que les Français. Il y avait d'autres nationalités avec nous. La première fois que je suis rentré dans cette baraque, ça a été assez sinistre parce que il n'y avait que du bois, il y avait rien, à part les chalits, une grande table devant moi. Et on nous a répartis sur les chalits de 3 étages, comme tout à chacun. Et je me suis retrouvé, moi, avec ma mère, au milieu du chalit. Dans un chalit de 3 étages, on dormait à 6. C'est ça, oui. Et toi, tu dormais avec ton frère? Je dormais avec mon frère au 3e étage. Et ta mère? Elle dormait dans le chalit qui était juste à côté, au 3e étage aussi. On s'est retrouvés dans une baraque immense. D'ailleurs, je crois qu'on ne connaissait pas tout le monde dans cette baraque. Et effectivement, comme Albert, nous, on dormait à 2 sur notre bas-flanc. À la fin, on dormait à 3 sur ce bas-flanc qui devait faire, 70 cm de large, 70-80. C'était la promiscuité, bien sûr. Et bon, c'était sale. C'était... Le camp de Bergen-Belsen était séparé en plusieurs camps. Il y avait notre camp qui était qu'on appelait le camp de l'Étoile, je crois, qui était réservé aux Juifs. Mais à côté, on avait un camp avec des déportés politiques. On avait un autre camp à côté avec des droits communs. Et en face, on avait même un camp avec des prisonniers russes qui étaient là depuis un certain temps et qui avaient l'air très mal en point parce qu'eux avaient subi le régime depuis un certain temps
et c'était un régime très strict. Les cuisines étaient en face de notre camp et le four crématoire tout au bout du camp. Voilà. Et au milieu du camp, il y avait une immense place qui était la place de l'appel où nous étions réunis chaque jour pour vérifier que personne ne s'était évadé. Chaque camp avait sa place d'appel. Et notre baraque était perpendiculaire à l'allée centrale. Il y avait des barbelés qui nous séparaient de l'allée centrale. Et pour moi, petite fille, le monde extérieur, c'était ce qu'il y avait de l'autre côté des barbelés. Là, on voyait le mouvement des gens, on voyait nos mères partir. Le matin, c'était un gobelet d'eau colorée. Marmite rouge. Voilà. Ah non, nous, on avait un gobelet, un petit quart qu'on nous a donné. Un petit morceau de margarine, ça faisait ça, 2 centimètres, et une cuillère de marmelade. Et quand on était puni, c'est vrai. Si on trouvait que la chambre était mal faite, la baraque était mal entretenue, c'était supprimé. Moi, je ne m'occupais pas de la baraque, c'était ma mère. On distribuait un pain pour 4, 5 ou 6 personnes, je ne me souviens pas. Voilà. Et l'un du groupe, des 6, c'était lui qui était chargé de couper les parts, mais il fallait que ça soit le plus... Une miette, c'était tellement important de pain. Donc il était chargé de couper le mieux. Et il avait 1 centimètre de couturière, un couteau qui coupait mais vraiment bien. Et puis il mesurait, et puis coupait. Et tout le monde regardait. Les petits malins comme moi ou d'autres, quand les marmites arrivaient pleines de soupe, on allait regarder si c'était épais ou pas. Donc quand c'était épais, la nourriture consistante se trouvait au-dessus, donc on essayait d'être devant pour que quand la louche allait, donc on allait recevoir. Et puis quand c'était les matières nourrissantes au fond, on allait au fond de la rangée pour récupérer ce qui était le plus nourrissant. Ça, c'était les trucs qu'on apprenait à force. Un jour, on venait de toucher notre ration de pain, qui était déjà très maigre à l'époque, elle ne faisait déjà plus 5 cm. Hein. Et je vois 2 femmes bavarder, on était au 3e étage du lit, elles aussi. Puis je dis, c'est pas possible, elles n'ont pas faim. Je suis arrivée, elles ne m'ont même pas vue. J'ai pris le pain, la ration de pain, partagée en 2. Et quand la femme s'est aperçue qu'elle n'avait plus le pain, elle hurlait. Hein. Vraiment, elle hurlait. C'était trop tard, on l'avait digéré. J'étais à l'extérieur, il y avait du mouvement, il y avait un capot. Il était en train de grignoter un bout de gruyère ou un fromage avec une croûte. Et puis je le regardais, et puis à un moment, il avait terminé son fromage, et il achetait sa croûte. Et croyez-moi, moi j'étais derrière, et je ne l'ai pas loupé, la croûte. Je suis allé la chercher. T'as eu de la chance? Oui, je te dis, j'étais là, je l'observais, qui mangeait. À la fin, quand nous n'avions presque plus à manger, puisque je pense que le ravitaillement n'arrivait même plus au camp. Et je me souviens qu'à la fin, il y avait des amoncellements de rutabaga. Les Allemands avaient ouvert les portes des barbelés. Oui. Ça, je me souviens très bien. Et les miradors avec les mitraillettes. Et moi, j'allais voler les rutabagas. Les Allemands tiraient, et moi, j'y allais quand même. La faim était plus forte que le danger, que la peur. On se nourrissait de rutabaga cru, voilà, c'est tout. On n'avait plus rien. Si on voulait une portion de soupe à la fin, il y avait une seule gamelle qui était mise dehors par les capots. Il y avait Stéphane Markovitch, monsieur Max Markovitch de Nancy, et le Parigot, tout ça à des repris de justice en droit commun. Et il prenait un malin plaisir de nous voir nous battre pour notre petite gamelle de soupe. Hein. Et moi, pour avoir une gamelle pour ma sœur, je me battais aussi. Hein. Je n'étais pas la dernière, parce que sinon, on ne pouvait pas se nourrir du tout. La seule différence, c'est que nous, on avait nos mères. On n'avait pas besoin de faire ça parce que c'est elle qui faisait ça, au maximum de ce qu'elle pouvait. Je sais que ma mère, quand elle donnait sa admiration pour moi, un petit morceau de pain de sa ration pour moi. Donc, je n'avais pas ce comportement que tu as eu, toi. Je me souviens qu'une fois, je me vois par terre. Je me roulais, c'était un jour, j'avais tellement faim, que je me roulais par terre.
Et je criais « J'ai faim, maman! J'ai faim, maman !» je voulais presque j'en devenais méchante. Je voulais la punir parce que j'avais faim. C'est épouvantable d'en arriver là. Je me suis vue avoir tellement faim en dernier, tellement faim, j'ai eu tellement faim, je souffrais tellement de la faim, je m'étais allongée par terre et j'hurlais de douleur, vraiment. Pour moi, le principal problème, c'était la faim. Et ben d'ailleurs, c'est pourquoi ma mère est morte finalement, parce qu'elle nous a donné son morceau de pain. Voilà. Et donc ce petit bout de pain était nécessaire. Et le plus terrible aussi, ça a été les moments d'appel pendant l'hiver, parce qu'il faisait très très froid à Bergen-Belsen. En plus, nous n'avions plus de force déjà. Et l'hiver était très dur, j'ai vu des gens mourir devant moi. Moi, j'ai vu une femme tomber devant, ne plus se relever. C'était terrible. De toute façon, on n'avait pas le droit de le relever. On était donc sur cette grande place d'appel, tête nue, mal habillés, dans la boue, dans le froid, sous la pluie, des fois. Et on restait comme ça immobile pendant des heures. Et ça nous a procuré des souffrances extrêmes. J'ai plus mémoire de ce froid qui m'a vraiment apporté beaucoup de souffrances par rapport à la faim. Et il se trompait souvent, il ne savait pas compter d'ailleurs. Ou il le faisait exprès sûrement. Et il fallait recommencer une ou deux fois pendant cette durée d'appel. Puis on avait oublié les malades. Ou alors ceux qui étaient restés dans la baraque en étant morts. Ça veut dire qu'ils recomptaient plusieurs fois. Et comme on était quelques centaines, ça prenait du temps. Et à chaque fois, il fallait rester immobile, sans bouger et sans parler. Alors j'avais trouvé un truc, moi, j'essayais de me mettre au milieu des 5, parce qu'on était par 5. Et je m'étais dit, si je suis au milieu, pour qu'ils m'atteignent, les deux autres, devant ou derrière, me protégeront. Tu es protégé du froid aussi. J'essayais par tous les moyens de me trouver à cet emplacement-là. Ça me réussissait ou ça ne me réussissait pas. Mais en étant gamin, on pouvait encore arriver à se faufiler dans ce cas-là. Mais je n'étais pas toujours content parce qu'ils ne nous voyaient pas. Et je me souviens que le jour de mon anniversaire, j'ai eu le malheur de bouger un peu, et j'ai reçu une gifle, comme je n'en avais jamais eu, une gifle retentissante par un capot, parce que j'avais bougé. Je me souviens qu'un jour, maman est tombée devant moi, évanouie, et je n'avais pas le droit d'y toucher. Il fallait que je reste au garde à vous, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher à ceux qui tombaient. J'ai dû atteindre la fin de l'appel pour savoir si elle était morte. Bon, elle était vivante, heureusement, mais on a eu du mal à la ranimer. Ce froid, je ne sais pas si c'est pas pire que la faim dans mon souvenir. Ce froid, c'était quelque chose d'épouvantable. Quand l'appel était fini, l'appel durait 2 heures au minimum, mais comme tu dis, c'était souvent bien plus. Et je me souviens, quand on rentrait, on avait l'impression qu'on allait perdre nos mains, perdre nos orteils, perdre notre nez. Il fallait que le sang revienne là-dedans, et ça faisait mal, ça faisait mal. Ce froid, il est resté en moi. D'ailleurs, il est toujours en moi. J'ai toujours froid. L'hiver, je suis mal, j'ai toujours froid. Les pieds avec les engelures éclatées, le corps, les jambes, les bras couverts de crevasses, et bon, rien pour soigner, jusqu'au jour où une femme m'a dit « Écoute, il n'y a qu'une solution pour te soigner. Tu urines sur tes mains. » Premier jour, je ne l'ai pas fait, après, et on finit par le faire. Et on se badigeonne les bras d'urine et les jambes d'urine. Effectivement, pourquoi ça a soulagé. Des remèdes de bonne femme. Des remèdes de bonne femme. Et après, bon, il fallait aller se laver avec ma sœur. Lorsque je sors en hiver, la nuit, j'ai les larmes qui viennent aux yeux et je me retrouve dans un état d'angoisse et de tristesse extrême, même si je suis avec des gens, même si je suis avec mes enfants ou mes petits-enfants.
Et j'ai réalisé il y a quelques années que c'est une séquelle de ce que nous vivions quand nous allions à 6 heures du matin, en plein hiver, mal habillés, sur la place d'Appel, et que nous devions rester des heures comme ça. Et ça m'est resté, je veux dire. Les capots, c'était des déportés comme nous, mais la plupart étaient des détenus de droit commun. Alors les capots, c'était les aides zélées des SS, et ils étaient aussi durs et aussi violents que le SS. Ils nous frappaient pour un oui, pour un non. Si on ne marchait pas suffisamment vite le matin pour aller vers la place de l'Appel, ça tombait. Hein. Ils accéléraient la marche. Si on ne sortait pas assez vite des baraques, ça tapait, ça tombait. Cette matraque, là, ce goumi, c'était quelque chose. Je crois que le goumi, c'était une matraque faite en caoutchouc avec des cailloux, hein, et ça tapait fort, ce truc-là. Puis s'il n'avait rien, hein, c'était à coups de botte. Et à coups de poing. Et à coups de poing aussi, les capots. La seule chose que l'on avait d'eux, c'était les cris, parce que quand on sortait des baraques, ils hurlaient après nous. Et vous savez, un Allemand qui crie, c'est... Moi, ça me glace de peur. Je ne peux plus entendre la langue allemande. J'ai peur, ou j'avais peur, rien que de les entendre crier. Et leur langue le permet, ces cris. Ah oui, moi, maintenant, c'est vraiment une langue, pourtant on dit que c'est la langue des poètes, mais moi, j'ai du mal à entendre cette langue. Moi, je me souviens d'un particulièrement, de Max, qui était français. Et qui parlait français. Il y avait un Français. Max, c'est vrai, tu avais raison. Et il était violent. Il était violent quand il... Il l'était tous. J'étais victime d'un capot. Un jour, on devait prendre une douche. Et j'avais omis de prendre la couverture pour la faire désinfecter. Et c'est Markovitch, le beau Max, qui m'a couru derrière. Il a couru derrière avec moi jusque dans la baraque. Et je suis montée sur le 3e étage du lit. Il y avait un autre lit qui était collé. Il y avait une femme qui était malade. Elle devait déjà avoir un début de typhus. Et il est venu de l'autre côté en face pour me taper en pleine figure avec sa matraque. Et c'est la femme qui a levé le bras, qui a dit « Tu n'as pas honte, tu tapes sur une enfant ». C'est elle qui a pris tous les coups. Moi, je n'ai pas demandé mon reste. Je suis partie et je me suis remise dans les rangs, toute tremblante. Hein. J'ai eu vraiment très, très peur. Maman a reçu sur la tête, sur l'oreille, un sacré coup, et elle en a été tout le temps après. Elle a eu des problèmes d'audition à cause de ça. Elle ne pouvait pas courir comme moi. Un jour où j'étais vraiment pas bien du tout, la maman de Francine, Madame Christophe, me dit « Tu restes couché, tu ne bouges pas ». Bon, tout le monde était parti à l'appel. Malheureusement, moi, j'étais au fond de mon bas-flanc, là, et un capot est arrivé. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fous ici? Tu vas virer à l'appel ». Je me suis levée, j'ai attrapé mes souliers par la main et je suis partie en courant. Il y avait de chaque côté de la cuisine un énorme tas de, j'imagine, topinambour et rutabaga. Et un déporté en pyjama rayé a pris l'un de ses légumes. Il y avait une souris grise qui était là et qui l'a cravaché jusqu'à ce qu'il tombe. Et il est tombé, il ne s'est pas relevé. Les souris grises, c'était ces femmes SS qui étaient en costume, c'était jupe-veste, d'un vert grisâtre. C'est pour ça qu'on les appelait les souris grises. Elles avaient toujours une cravache à la main. Et nos mères, après l'appel, partaient en rang. Donc, elles allaient dans cette grande allée centrale, elles allaient vers la droite, et il y avait des souris grises qui étaient de chaque côté et derrière. Et moi, mon angoisse, puisque je savais qu'une souris grise pouvait... j'ai toujours pensé qu'elle avait tué cet homme. Et mon angoisse, c'était que ma mère ne marche pas assez vite, qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne devait pas faire, qu'elle n'aurait pas dû faire et qu'elle se fasse cravacher et qu'elle tombe et qu'elle ne revienne pas. Moi, ça a été mon angoisse à Bergen-Belsen, c'est que ma mère soit frappée par une souris grise et ne revienne pas. Voilà, ça a été plus que le froid, plus que la faim, ça a été l'angoisse de perdre ma mère. Il y a quelque chose qui nous a troublés, ma sœur et moi. Le jour où on a été prendre cette fameuse douche,
arrivé un peu avant la baraque où il y avait les femmes SS. Elles étaient sur leur marche, hein, des blondes là. Et il y avait une femme allongée par terre, c'était un cadavre, moribonde, elle agonisait. D'une maigreur, un squelette agonisant. Le sang sortait par le nez, coulait sur ses jambes. Elle avait les yeux bleus délavés, moi j'étais un peu approchée. Et là j'étais très choquée. Il y avait le manteau de maman sur elle. Parce que notre mère, tous les vêtements qu'elle portait, elle se les faisait faire par une couturière de notre quartier. C'était un tissu vraiment très spécial. C'était un tissu noir bouclé avec des petites plumes et un col en fourrure noire. Et là, je me suis posé des questions, vraiment. Mais elle était méconnaissable. Je me suis vraiment posé des questions. Si vraiment la mort que j'avais apprise, c'était vraiment elle, c'était pas ma mère, notre mère qui était là. Non, c'était pas possible. Il y avait différents sous-camps dans lesquels on a vu pour la première fois des déportés avec le pyjama rayé, voilà. la veste et le pantalon bleu et blanc rayés. Je crois que nous avions faim, mais c'est encore pire. Je les ai vus, prenait sa gamelle, il tapait sur la tête de son voisin, il récupérait sa gamelle. Ça lui faisait 2 rations à manger au lieu d'une. Et quelquefois, il ne se relevait pas. Ce que j'ai vu un jour, c'est un Russe tomber sur un cadavre et essayer de le manger. Et toujours la faim. Malheureusement, le nazi, le SS du Mirador l'a tué tout de suite. Très peu de temps après mon arrivée à Bergen, je me trouvais par hasard devant les barbelés le long de l'allée centrale. Et la première chose que j'ai vue passer, c'est une charrette de cadavres, de toutes les couleurs, qui allait vers le four crématoire, qui se trouvait à ce moment-là à ma gauche, et qui n'était pas trop loin de notre camp d'ailleurs, le four crématoire. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est de m'évanouir. Un jour, on était tout un groupe d'enfants, et un des enfants fait la remarque, mais vous sentez cette odeur âcre, écœurante? Et on nous a expliqué que c'était l'odeur des cadavres qu'on brûlait dans les fours crématoires. Au début, quand on voit les premiers cadavres, effectivement, ça nous touche. On est vraiment étonnés qu'on puisse nous montrer ce genre de choses, enfin, être les spectateurs de ce genre de choses. Et puis après, il y en a tellement que ça fait partie du paysage et qu'on ne fait même plus attention aux cadavres. On les enjambe. On s'habitue, bien sûr. On s'habitue, ça fait partie de notre décor, de notre environnement. On bute contre les cadavres, c'est comme si on butait contre une table ou n'importe quoi. Oui, absolument. Voilà. La première charrette qu'on a vue passer, tu voulais que je tourne la tête, mais bon, c'était difficile. Et je ne réalisais pas que avec les secousses de la charrette, les corps tressautaient. Et j'avais l'impression qu'il y avait encore des vivants dans cette charrette. Nos mères partaient tous les jours au travail. Elles faisaient partie de commando. Et donc, après l'appel, elles étaient dirigées vers leur atelier de travail ou l'endroit où elles étaient destinées à travailler. Donc, effectivement, pendant toute la journée, on ne voyait plus nos mères. Et on ne savait pas ce qu'il advenait d'elles. Ma mère allait le matin... Au plus? Non. Même pas. Elle faisait partie d'un commando qui partait le matin et qui travaillait dans le cuir. Ça, je le sais, pour la bonne raison que le soir, en rentrant de temps en temps, elle revenait avec des petites ceintures tressées de cuir qu'elle faisait des échanges ou pour une demi-ration de pain ou une ration de soupe. Donc, c'était le bénéfice de son travail qu'elle pouvait pas voler, madame, organiser. Ah oui, mais nous, on était des voleuses. Donc, c'était un bénéfice pour qui d'ailleurs? Pour moi. Toi, bien sûr. On ne faisait rien. On n'avait pas... On jouait, on traînait. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement de souvenirs, parce qu'on observait tout ce qui se passait autour de nous. On avait le temps d'observer, puisqu'on n'avait rien à faire. Les enfants sans parents, finalement, vivaient souvent en vase clos entre nous.
Très souvent, on était entre nous. Nous, dans la journée, on se promenait. On était souvent dans la baraque des Juifs tripolitains. Et des Grecs aussi. Des Grecs aussi. On n'avait rien d'autre à faire, hein, de toute façon. Si, on pouvait s'épouiller également. Oui. L'époux était toujours sur nous, même si on se lavait. On se dépouillait le matin, on s'épouillait le matin. Et 1 heure après, il y avait autant de poux. Et c'était une occupation Mais très c'est fou, importante, bien sûr. puisqu'on retournait nos Absolument. vêtements, et c'était l'époux aller dans les coutures, Dans les et alors, entre 2 pouces, là, ça faisait crac. Dans les coutures, Hein, c'était dans les les lampes, coutures. c'était les œufs. C'était les œufs. Puis alors, Les l'époux, pouces quand on promenaient les... partout. Et il y avait aussi des punaises dans les lits. Oui, Il y avait aussi des oui. punaises Oui, dans le bas des lits. dans les paillasses. Ah oui, non, on était entourés par la vermine. Oui. Parmi ces déportés rayés qui se trouvaient vraiment contre notre camp, il y avait Oui, le barbelé, oui, ce déporté français qui nous avait entendu parler, c'était l'hiver. Et il s'est approché du barbelé. Et nous, les petits, on s'est approchés, on parlait en français, et lui nous a entendus et il nous a adressé la parole. Vous êtes français. Et lui était rayé et déjà en très mauvais état, puisque les conditions étaient terribles chez eux. C'était début de l'hiver. Et puis on a échangé quelques mots, et puis les filles ont décidé de détricoter un pull pour lui tricoter un... Moi je me souviens, c'était pas un foulard, mais un cache-nez, quoi. Il faisait tellement froid. Et le lendemain, il se trouvait au même endroit, on lui a remis, si tu te souviens, et puis après on ne l'a plus revu. Il a dû disparaître. Or, nous avions notre mère. Donc, pour nous, nous étions donc protégés, même si nos mères n'avaient plus aucun pouvoir de mère. Nous nous sentions protégés. Et ceux qui avaient été déportés sans leur mère, car malheureusement, il y en a plusieurs dont les mères avaient été assassinées avant, eh bien, comme il y avait des femmes sans enfants, elles s'en occupaient. Là, il y a eu un bel élan de solidarité des femmes sans enfants pour les enfants sans mère. Liliane Orbeck, c'était comme une grande sœur. Une grande sœur. Une grande sœur. Une grande Elle sœur. partait toute la journée dans les commandos, pareil. Et le soir, on était avec elle. Et la journée, je ne sais pas pourquoi, on allait traîner dans toutes les autres baraques. C'est-à-dire que c'est elle qui nous avait fait faire la connaissance de cette baraque où il y avait les Tripolitains. Alors on y retournait parce qu'on était très bien reçus. C'était une mère de famille avec plusieurs de ses enfants, là. Dont un qui jouait de la guitare, de la mandoline. Et puis en arrivant, on était très très bien reçus. C'était vraiment très agréable. Et la baraque des Grecs aussi. Voilà, des Grecs aussi. Où tu as récupéré des chaussures. Une paire de chaussures, je n'avais plus de chaussures aux pieds. Une Grecque a vu que je n'avais plus de chaussures. Elle m'a donné une paire de chaussures neuves. Je me souviens du 14 juillet. Ah, Vous ça, vous c'est souvenez? quelque chose de formidable. Les mères s'étaient ingéniées à Enfin, ça, il faut s'habiller. dire que c'est encore la période. Bah, le 14 juillet, on est arrivé au mois de mai. Voilà. Donc, c'était le début. Voilà. Et elles se sont ingéniées à s'habiller en bleu, blanc, rouge. La première borne. Après l'appel, donc, elles sont parties au travail. Et nous, les enfants, on les regardait. On était très émus. Et on a chanté la Marseillaise. Puis on avait un peu peur parce que c'était quand même une sorte d'acte de résistance. Et on se demandait si elles n'allaient pas en subir le contre-coup. Mais apparemment, ils n'ont pas dû comprendre le symbole que cela représentait. Mais je me souviens de l'émotion qu'on a eue en regardant ces femmes partir au travail. Et tu sais, j'ai encore une lettre à la maison que maman a reçue après la guerre d'une dame hollandaise. Et elle lui dit... On ne peut pas oublier les Françaises comme elles étaient courageuses quand elles ont chanté la Marseillaise le 14 juillet. Tu vois, c'est en toutes lettres. Tu m'en as fait une photocopie que j'ai à la maison. Dans cette baraque de femmes françaises, il y avait des clans, mais des clans qui séparaient les gens. Le langage, peut-être. Il y avait les femmes yiddish, qui ne savaient pas un mot de français ou très peu, et qui restaient entre elles, dont ma mère. Ma mère, Madame Plasek, Madame Eisenman, Madame Schwarzenberg, etc., etc. Ces gens-là sont restés ensemble. De l'autre côté de la baraque, il y avait les bourgeoises. Il y avait des groupes. Il y avait des groupes. En fait, oui, elles s'entendaient bien. Elles s'entendaient bien. Elles mais il y avait, 200. suivant
Enfin, il y avait des femmes, oui, il y avait des affinités. Alors, il y avait les femmes d'origine française, cultivées, etc. Et puis, il y avait les femmes dont maman faisait partie, qui étaient émigrées. Mes parents ont émigré en France dans les années 1920. Et elles parlaient entre elles en yiddish. Et elles formaient et que les Françaises d'origine, enfin, qui étaient, on faisait deux groupes différents. Oui. Mais on s'entendait bien quand même. Elles s'entendaient bien. C'était par affinité. Mais c'est logique. Ces femmes-là, dont ma mère faisait partie, parlaient que de bouffe. Ils inventaient des plats en yiddish. Ils faisaient la cuisine en yiddish. Tout ce qu'on pouvait inventer, question manger, c'était fait en yiddish. Les femmes échangeaient donc des recettes de cuisine de l'époque où on était des êtres humains. Et moi, j'étais adossée à un chalit et j'écoutais. Et j'avais la salive qui me montait là. On s'endormait des fois en pensant. Moi, je ne m'endormais pas, mais je me disais, la réalité, c'est pas ça, la réalité, ce sont les coups, c'est la faim, c'est l'angoisse, c'est les injures permanentes venant des capots. Mon lit était au 3e étage. Et au 2e étage, il y avait une femme avec une fille, qui avait sa fille avec elle. Et à un moment donné, elle s'est complètement négligée, elle n'a plus eu envie de se laver, donc je suppose qu'elle n'avait plus envie de vivre. Et elle est morte très rapidement. Et sa fille a suivi le même chemin. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. C'était une femme qui restait perpétuellement sur sa paillasse, qui ne se levait pas. On lui apportait sa nourriture, sa soupe sur sa paillasse. Elle ne se lavait pas, évidemment, et elle était couverte de crasse de la tête aux pieds. Et les mères de notre baraque ont décidé de la laver. Alors, elle s'était procuré une grande bassine, avec de l'eau froide, évidemment, et elles ont entrepris de la nettoyer. Et nous, les enfants, c'était un spectacle pour nous. Alors, on faisait un cercle autour d'elle. On était complètement fascinés. Elle est morte peu de temps après, parce qu'elle se laissait aller, en fait. Et se laisser aller au désespoir, c'était la fin. Ils n'avaient pas les mêmes réconforts que nous, les enfants qui avions nos mères. Petite erreur, moi j'avais tout de même un réconfort. J'avais ma sœur, Oui, qui avait quand même 4 ans de plus que moi. Oui, elle a fait office de mère. Elle a fait office de mère, elle me protégeait. Lorsque je refusais d'aller me laver, elle me sortait un peu violemment de la baraque, parce que moi je trouvais qu'il faisait trop froid, donc... Oui, voilà la différence avec moi. C'est que moi, quand je ne voulais pas me laver, ma mère me déshabillait et avec son grand bol de café noir, me lavait de la tête aux pieds. Elle m'emmenait dehors. Ah, mais moi pas. Oui. Et elle m'obligeait à me déshabiller. Et s'il y avait de la glace, elle la cassait. Si on n'avait plus de savon, on prenait un peu de sable pour se frotter. Et voilà. Pour moi, il était vital de la laver. Il fallait qu'on se lave. Il n'y a pas un jour où... Pas un jour. Et je me souviens même d'une femme qui nous disait oh, « Mais ne sortez pas, vous allez attraper la crève. » Et toi, tu me disais « Allez, tu viens. » Je le disais même à ma sœur, tu vois, la neige va te réchauffer après. Est-ce que c'est parce que j'avais tellement plus d'années de camp que les autres, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir pensé à l'après. Je crois que je vivais ma vie de petite bête qui cherchait à manger. De n'importe quelle manière, je cherchais à manger. Et je ne me posais pas de questions. L'idée de mourir ne m'est jamais venue à l'esprit. J'avais ma mère, tout tournait autour de ma mère. C'est ma mère qui me donnait mon pain, c'est ma mère qui cachait le pain pendant la journée pour que personne ne le vole. Le pain était sous la paillasse la nuit pour que personne ne le vole. Et c'est elle qui nous le donnait au moment où elle devait nous le donner. Tout venait d'elle, tout venait d'elle. Et tant qu'elle était là, je n'avais aucune raison d'avoir peur. Mais je pense que, réciproquement,
si nos mères ont vécu et ont eu le courage, c'est qu'elles avaient leurs enfants. Moi, j'étais jaloux, mais de quelqu'un. J'étais jaloux de mon frère qui était resté en France. Ah, il était caché. Non, le jour où on a été arrêté, il était là, il avait une bronchite, ils ne l'ont pas pris. Donc moi, pendant toute cette période, j'ai envié mon frère. Mais jaloux terriblement. Et ça ne m'a pas quitté. Pendant 1 an et demi, ça ne m'a pas quitté. Je savais que lui mangeait, lui il avait ce qu'il fallait, et moi j'avais rien. Et j'ai été jaloux. C'est mauvais comme sentiment. Hein. Non. C'est humain. C'est humain. Enfin, moi, je sais que ni je pensais à la mort, ni je pensais à l'avenir. Je vivais au jour le jour. Il n'y avait pas d'avenir, en fait. On pouvait mourir du jour au lendemain, on pouvait mourir de n'importe quoi. Tu ne pensais pas à la mort non plus? Non. On vit avec les morts, on vivait avec les morts. Je faisais des projets d'avenir, et notamment des bons plats que j'allais manger, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on y pensait beaucoup aussi. Alors que des gens mouraient tous les jours. Vers la fin, je sentais mes forces me décliner, je voyais l'état de ma sœur. Je voulais à tout prix entendre sonner les cloches de l'église de mon quartier de Nancy, les cloches de l'église Saint-Èvre. Et c'est ce qui m'a retenu du tonus, je crois, pour repartir. Oui. Et puis, j'étais là, hein, il fallait que tu t'occupes de moi également. Tout ce que j'espérais, c'était retrouver ma mère et mon père, c'est tout. Je savais que je ne la retrouverais plus. Oui, je le savais qu'elle était morte, elle était mais morte. J'y croyais quand même. Il y a une chose étrange après, quand nous sommes rentrés à Nancy, tous les matins, à la radio, ils égrenaient le nom des déportés qui étaient rentrés. Je savais que maman était morte, mais j'écoutais quand même. Je me faisais mon petit cinéma. Auschwitz a été libéré en janvier 1945. Et la plupart des gens d'Auschwitz sont arrivés à Bergen-Belsen. Il y a donc eu une surpopulation. Et ce n'est pas pour autant qu'il y a eu plus de ravitaillement. Il a fallu partager avec ces nouveaux arrivants les rations qui nous étaient allouées auparavant. Et puis en dernier lieu, il y a eu cette épidémie de typhus. Et ça, c'est arrivé entre décembre et avril. Ça a été une période exécrable. Là, on ne savait plus quoi faire des cadavres. Les Allemands faisaient creuser des fosses et on entassait les cadavres dans ces fosses avec de la chaux vive qu'on recouvrait. On amenait tellement de gens à Bergen-Belsen venant des autres camps que les baraques étaient bourrées, les tentes étaient bourrées. Et moi, je me souviens très très bien qu'à la fin, on les a mis sur la place d'appel. Il n'y avait donc plus d'appel. Et c'est comme ça qu'on a été littéralement envahis à ce moment-là par les cadavres et que nous étions obligés, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on devait les enjamber pour aller aux latrines. Et tous ces gens étaient là, il y en avait, partout. Et on les voyait mourir et il y avait des jours où on se disait, mais est-ce que j'en fais partie ou est-ce que j'en fais pas partie ? On avait tellement faim et froid à ce moment-là, on était tellement malades qu'on se demandait si on allait faire partie vite de tous ces cadavres. On n'avait plus de ration de pain du tout. Et puis la nourriture, d'abord le café du matin, il n'y en avait plus. La soupe, il n'y en avait pas tous les jours. Et même à la fin, il n'y en avait même plus. Et puis nous, on nous dit, ben voilà, rassemblez vos bagages, vous allez partir, vous allez être évacués. Et évacués pour aller où ? Belsen était devenu une sorte de monde de fous. C'était on part pas, telle baraque elle est là, telle autre baraque elle est là, rassemblez-vous, ne vous rassemblez pas. On était pris dans une sorte de maelstrom de hurlements, de coups. Hein, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne comprenait pas. La montée, déjà, c'était difficile d'accéder à la plateforme du wagon. Alors, si Rosette avait trouvé une technique, je me mettais à plat ventre, elle me poussait aux fesses pour me faire avancer. J'avais plus de force, je ne pouvais pas la porter. Et puis, donc, après le train, 12 jours, 10-12 jours, 12 jours de train, 13 jours de train, sans nourriture, sans hygiène.
Le train partait à droite parce qu'à gauche, il y avait les Russes. Donc il revenait de droite parce qu'en face, il y avait les Anglais. Enfin, le train a fait très peu de kilomètres en 13 jours parce qu'il ne pouvait pas avancer. Ma souffrance la plus intense, ça a été quand même dans ce train. Le train où il y avait une promiscuité énorme, on était entassés les uns contre les autres. On ne pouvait pas s'asseoir ni se coucher. Et je me rappelle qu'une nuit, on essayait de dormir et j'étais à côté de ma mère. Et ma mère s'est tournée, a dû gêner le voisin qui était à côté d'elle. Et je vous ai dit qu'on n'avait plus aucune valeur morale, qu'on était déshumanisé. Son voisin n'a rien trouvé de mieux que de donner des grands coups de poing dans la figure de ma mère, qui a commencé à pleurer, à crier. Et ce soir-là, pour moi, ça a été une soirée de désespoir. Alors que jusque-là, j'avais toujours pensé que je m'en tirerais, que j'allais avoir un avenir. Ce soir-là, le train était arrêté, on pouvait descendre sur le ballast. J'ai demandé à ma mère de descendre, elle pleurait toujours. Je me suis allongé sur le ballast et je lui ai dit à ma mère, écoute, j'en peux plus, si c'est vivre pour souffrir comme ça, je préfère mourir tout de suite. Et maman a pleuré, elle m'a dit, on entendait le bruit des canons quand même, on n'était pas loin d'être libérés. Et maman m'a dit, non, il faut que tu résistes encore. Et je suis donc remonté dans le train avec ma mère. Un matin, j'ai entendu des galops, enfin des pas, des claquements de chevaux. Qui n'étaient pas les aboiements habituels. Et puis peu avant, je me souviens, je voyais nos gardiens qui étaient descendus du train et qui allaient dans le sens opposé du train, à pied. On se dit, il se passe quelque chose, Et puis ensuite, on a vu que c'était les Russes, les troupes de choc, plutôt asiatiques. Oui, c'est vrai, les Mongols. Avec leur béret à cheval et avec leur béret avec un uniforme très particulier. Et puis c'était les troupes de choc, donc assez dur. Heureusement qu'il y avait parmi nous des mères qui parlaient et qui comprenaient le russe et qui ont pu tout de suite expliquer qui nous étions. Et donc, on a tous eu... Moi, je n'ai pas eu, mais ma sœur l'a eu. Donc, nous étions à Trobitz. Nous, également, j'ai eu le typhus à Trobitz, c'est-à-dire après notre libération, et ça a été notre chance, parce qu'on a été libérés par les Russes, et donc les Russes nous ont soignés. Les symptômes du typhus, c'est une fièvre importante, plus de 40 degrés, et puis une sorte de délire. On perd un peu la notion des choses, on perd la raison, on est dans un état second. Moi, j'ai incubé à Bergen-Belsen. Et il s'est déclaré lorsqu'on a été libéré par les Russes. Là, pour ma part, ma mère rentrait dans un hôpital. Je me souviens... je me souviens, une femme lui enlevait les bandages des jambes ou des centaines de poux, on voyait des centaines de poux. Je me suis écroulé par le typhus. Et quand je me suis réveillé, guéri du typhus, on m'a dit que ma mère était morte. Moi, personnellement, j'ai voyagé pendant les 15 jours dans le train. C'est après, toi. Et j'ai incubé pendant cette période. L'incubation dure à peu près une dizaine de jours. Et le lendemain de la libération, je suis tombé malade, j'ai eu le typhus, 2 jours après. J'ai eu le typhus, et pendant 6 semaines, j'étais dans le coma. Pendant 6 semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je me souviens, en plus, de maman, mais il y en avait d'autres. Elle avait complètement perdu la tête, elle était devenue absolument folle, elle avait un délire... Tout le temps du typhus, elle délirait. Ça, c'était terrible, ce délire aussi. Parce que j'avais l'impression que maman était devenue folle et qu'elle allait le rester.
En vérité, elle est restée pendant quelques semaines encore, jusqu'au jour. Oui, tu racontes ou pas? Oui. Quand ton père est arrivé? Bon, j'étais dans ma petite maison allemande, là, en train de laver une assiette. La porte s'est ouverte. Il y a un copain fou qui est entré, qui m'a crié « Francine, ton père est là !» C'était toi?